Nous voilà pour la section 3 de ce TD2, exercice récapitulatif. Le but est évidemment d'asseoir la connaissance accumulée jusque-là, mais également parfois de découvrir quelques nouvelles notions ou en tout cas de les mettre en pratique. Commençons par l'exercice 6 avec donc une nouvelle classe, exercice 6. Dans cet exercice, on va manipuler des nombres entiers et notamment on va les décortiquer. Donc, comme d'habitude, écrivons une classe principale et commençons par écrire un programme qui demande à l'utilisateur un nombre entier. Alors, un nombre entier, pour demander ça, on sait qu'il va falloir utiliser une expression du style clavier.nextInt et pour ça, il va falloir déclarer une variable clavier qui sera de type scanner avec la syntaxe newScanner et on le lit sur l'entrée standard. Pour rajouter l'import ici au-dessus, on peut soit l'écrire à la main ou alors faire l'import via NetBeans. Donc c'est le raccourci CTRL-SHIFT-I ou alors simplement via le menu source avec ici Fix Import. Voilà. Cet entier, c'est un entier donc de type int, appelons-le NB. On le met cet entier reçu de l'utilisateur dans une variable qui s'appelle NB. Et maintenant, on veut décortiquer et afficher séparément les unités, les dizaines et les centaines. Commençons par les unités. On nous dit que la formule c'est NB modulo 10. Donc appelons ça unité et écrivons NB modulo 10. Donc ici j'ai une variable unité qui est déclarée, je donne son type, et puis je lui assigne une valeur qui est la formule NB, donc le nombre qui m'intéresse, modulo 10, et ça donne effectivement le chiffre des unités. On fait la même chose pour les dizaines, avec cette fois-ci la formule NB divisé par 10, donc je ne m'intéresse qu'aux dizaines, et je prends le chiffre des unités parmi les dizaines, c'est-à-dire le chiffre des dizaines. Pour les centaines, c'est encore pareil, sauf que cette fois, on divise NB par 100, et on fait modulo 10. Pour prendre un peu l'habitude de ces formules, essayons avec NB égale 123. Imaginons que l'utilisateur ait rentré 123 au clavier. Donc, la variable NB contient 123. 123 modulo 10, ça fait bien 3. 123 divisé par 10, ça fait 12. Attention, c'est une division entière. Et puis, quand on prend 12 modulo 10, ça fait bien 2, qui correspond bien au chiffre des dizaines du nombre NB. Et enfin, pour les centaines, on prend 123 divisé par 100, qui fait 1. Et puis, on fait ça modulo 10, et ça donne bien 1. Alors dans ce cas-ci, le modulo 10 semble ne servir à rien, mais évidemment, ça a du sens si le nombre est à plus que 3 chiffres, par exemple 4, 5 ou autre nombre de chiffres. Ici, les lignes qui sont un petit peu en grisé et qui commencent par 2 slash, ce sont en fait des commentaires qui sont complètement ignorés par Java, mais ça m'a permis pendant la vidéo de vous expliquer à quoi servait NB. Maintenant, je n'en ai plus besoin, donc je peux les supprimer, mais si je les laisse, ça ne change absolument rien pour NetBeans, ni pour Java, ni pour la machine. Maintenant que j'ai fait mes calculs, j'aimerais afficher d'abord les unités. Donc je vais afficher les unités, puis je vais afficher les dizaines, puis je vais afficher les centaines, et normalement, mon programme devait faire ce que j'espère. Donc je rentre un nombre, comme par exemple 456, et ça doit afficher 6, 5 et puis 4. Si je relance et que je rentre cette fois-ci 362, comme dans l'exemple du TD, j'affiche bien 2, 6 et 3, comme attendu ici dans le TD. Voilà pour l'exercice 6. Passons à l'exercice 7 qui s'appelle miroir. Encore une fois, je crée une nouvelle classe qui s'appelle exercice 7 et je peux coder dans cette nouvelle classe. Dans cet exercice, je vois que je dois de nouveau demander un entier à l'utilisateur. Je pourrais copier-coller ce que je viens de faire, mais juste pour rentrer ça dans ma mémoire musculaire, comme on dit, donc pour que les doigts prennent l'habitude d'écrire cela, je vais l'écrire à la main. Donc, scanner clavier égale scanner system in. Je fais l'import avec CTRL-SHIFT-I, et puis je prends un nombre NB que je lis au clavier. Donc, j'utilise clavier.nextInt. Ensuite, je veux afficher le nombre miroir d'un nombre qui m'est donné. Par exemple, 736 doit devenir 637. Donc les unités, puis les dizaines, et puis les centaines. Donc ça semble assez simple étant donné ce qu'on vient de faire. Donc je peux simplement réutiliser les unités, NB modulo 10, les dizaines, NB
divisé par 10 modulo 10, et les centaines, NB divisé par 100 modulo 10. Ensuite, je vais afficher 6, donc d'abord les unités, puis les dizaines, et puis les centaines. Alors ça ne va pas donner exactement ce que j'espère, mais on va voir ce que ça donne quand même. Donc je demande un nombre, par exemple 736, et j'affiche, ma foi, 637. Mais il y a des retours à la ligne qui m'embêtent un petit peu entre tout ça. Or, on a déjà vu une manière d'enlever ces retours à la ligne. Il suffit d'enlever le ln qui se trouve ici à la fin. Donc je peux enlever le ln après les unités, comme ça j'aurai 6 et puis pas de retour à la ligne. J'enlève le ln pour les dizaines. Par contre, je le laisse pour les centaines, puisque le chiffre des centaines est le dernier, et donc après celui-là, je veux bien un retour à la ligne. Donc je relance la machine, et je tape 736, et je vois affiché dans ma console 637. Donc voilà une façon d'obtenir le résultat attendu. Alors on peut évidemment utiliser d'autres techniques. Je vais vous en montrer une seconde qui est peut-être un petit peu plus satisfaisante, dans lequel je ne vais pas faire ces systemout.println en chaîne, je vais définir un nombre qui va s'appeler miroir et qui va correspondre à ce 637. Okay. Donc pour ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de 6 centaines, 3 dizaines et 7 unités. Or, pour l'instant, le nombre d'unités, dizaines, centaines sont celles du nombre de départ. Et comme je veux que les unités deviennent les centaines, eh bien je vais prendre le nombre d'unités, je vais multiplier ça par 100. Les dizaines restent des dizaines, donc les dizaines je les multiplie par 10. Et les centaines deviennent des unités, et donc je ne les multiplie pas, et je les ajoute simplement au reste. Maintenant, si j'utilise un petit systemout.println pour afficher ce que je viens de calculer, et que je relance la machine avec 736, j'obtiens 637. C'est de nouveau le résultat attendu. Passons à l'exercice 8. Exercice 8, nouvelle classe. Cette fois, on doit écrire un programme qui demande un nombre de secondes à l'utilisateur et qui affiche le nombre de minutes que cela représente. Alors, commençons par demander un nombre de secondes. Donc, scanner clavier égale new scanner system in. Ensuite, je demande ce nombre de secondes, donc je vais l'appeler NB secondes par exemple, ça semble raisonnable comme nom de variable. Essayez toujours d'avoir des noms de variables qui sont parlants. Évitez les variables genre i, x ou a. C'est peut-être parlant sur le moment même pour vous, mais quand vous relisez votre code un petit peu plus tard, probablement vous ne saurez plus à quoi ça correspond, un i ou un x dans vos noms de variables. Donc ici, nombre de secondes, moi ça me semble très parlant et ça le restera probablement d'ici quelques jours, quelques semaines quand je relirai mon code. Donc ici, j'ai ce nombre de secondes qui est dans une variable et maintenant je vais afficher le nombre de minutes auxquelles cela correspond. Alors une minute, c'est 60 secondes. Donc dès que j'ai un paquet de 60 secondes, ça fait une minute. Et donc, de manière assez raisonnable, je vais afficher le nombre de secondes divisé par 60. Et ça correspond au nombre de minutes. Si je tente ça avec 217 secondes, comme c'est suggéré dans l'énoncé, j'obtiens bien 3 minutes. Pour aller plus loin dans cet exercice, vous pourriez également vous demander « Et s'il y avait plus de secondes, de quoi faire au moins 1 heure ? Comment afficher le nombre d'heures ? Qu'est-ce que j'afficherais comme nombre de minutes ? Et si je voulais afficher le 37 ici, qui correspond au nombre de secondes restant, comment l'afficher également ? Tout cela sont des questions qu'on peut se poser et qu'on pose d'ailleurs dans le cours théorique. N'hésitez pas à essayer d'y répondre. Passons maintenant à l'exercice 9. Je crée donc une classe exercice 9. Cette fois-ci, il faut demander un nombre d'heures, un nombre de minutes, un nombre de secondes et afficher le nombre total de secondes. Donc, encore une fois, je dois interagir avec l'utilisateur. Donc, je vais créer une variable que j'appelle clavier. Je l'appelle toujours clavier, mais parfois on l'appelle CLV ou KBD, par exemple, pour keyboard. Et donc, on peut tout à fait changer le nom de cette variable. Ne pas oublier l'import. Ensuite, on peut faire appel à kbd.nextInt pour obtenir un entier. Donc, on veut demander cette fois-ci 3 choses à l'utilisateur. La première chose qu'on va demander, c'est un nombre d'heures. Ensuite,
un nombre de minutes, ensuite un nombre de secondes. Donc on a ici la demande de 3 nombres. Alors pour que l'utilisateur sache ce que je lui veux, je pourrais peut-être lui demander à ici entrer les heures. Et puis je vais simplement copier-coller et demander ensuite les minutes, ensuite entrer les secondes. C'est simplement pour que l'utilisateur ou l'utilisatrice sache exactement ce qu'il doit entrer à quel moment. Ensuite, je veux afficher le nombre total de secondes. Sachant que, évidemment, dans le nombre total de secondes, eh bien, les heures, je dois les convertir en secondes. Alors, combien y a-t-il de minutes dans une heure? Il y en a 60. Donc, je vais multiplier par 60. Et si je veux obtenir des secondes, je dois encore multiplier par 60. 60 fois 60, ça fait évidemment 3600. Donc, je peux simplement écrire multiplier par 3600. Je dois ensuite rajouter les minutes converties en secondes. Évidemment, il y a 60 secondes par minute. Et puis, n'oublions pas les secondes elles-mêmes qui sont déjà en secondes. Donc voici normalement un programme qui devrait fonctionner. Si l'utilisateur entre 2, 10 et 27, on répond 7827. Passons à l'avant-dernier exercice, c'est l'exercice 10. Encore une fois, je crée une classe. Exercice 10. Je peux enlever ce qui se trouve ici au-dessus. Alors, remarquez que je n'ai pas toujours été cohérent dans mon nommage des classes. Au début, j'écrivais exercice 01, puis j'ai écrit exercice 2, puis j'ai écrit exercice 03. On peut être tenté d'aller dans l'exercice 2, par exemple, et de rajouter un 0 ici. Remarquez que à ce moment-ci, ça s'affiche en rouge. Pourquoi? Parce que, comme on l'a déjà dit, la classe, le nom de la classe qui est ici, exercice 02, doit être déclaré, doit être défini dans un fichier qui porte le même nom. Donc ici, ça devrait être exercice02.java. Or, pour l'instant, ce fichier s'appelle exercice2. Alors, pour pouvoir renommer une classe facilement, NetBeans propose un raccourci qui est CTRL-R. Si j'appuie sur CTRL-R au moment avec mon curseur sur le nom de la classe, eh bien ça va modifier, ou en tout cas je pourrais modifier le nom de la classe, et NetBeans va modifier à la fois le nom de la classe et le nom du fichier. Donc ici j'écris exercice 02, je clique sur Refactor et j'obtiens maintenant exercice 02, tant là que là. Okay. Je peux jouer à ça avec les autres classes, c'est pas très difficile, et ça me permettra aussi d'avoir... Vous voyez ici tous les exercices dans le bon ordre, à savoir le 10 arrivera bien après tous les autres. Pour l'instant, l'ordre est alphabétique et donc le 10 arrive avant le 6, c'est dommage. Et donc c'est pour ça que je vais m'amuser à rajouter un 0 dans chaque classe. Encore 3. Donc c'est pas très très long. À chaque fois, CTRL-R, je rajoute le 0 et je passe à la suivante. CTRL-R. Je passe à la suivante. Et voilà. Donc maintenant, j'ai tous mes exercices dans le bon ordre. Revenons maintenant vraiment à l'exercice 10. Pour l'exercice 10, on doit écrire un programme qui va demander encore une interaction utilisateur, un montant à l'utilisateur ou à l'utilisatrice, et qui va afficher les intérêts reçus après 1 an pour un montant placé en banque à du 2% d'intérêt. Écrivons d'abord notre méthode main. N'oublions pas que l'interaction utilisateur utilisera un scanner et nous pouvons, oups, je suis en train de mélanger mes histoires, donc c'est le new scanner system.in avec l'import que j'ai rajouté ici au-dessus. Ensuite, on va demander un montant, un nombre décimal. Attention, un nombre décimal, ça veut dire avec potentiellement des virgules, et donc ce n'est pas un entier, c'est un double par exemple. Donc ici, le montant, ça sera un double entré par l'utilisateur. Encore une fois, un double, je ne peux pas utiliser nextInt, puisque un int, c'est un entier. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser simplement la méthode nextDouble. Une fois que j'ai le montant, je dois afficher, donc je dois faire un systemout.println, puis je vais faire un calcul, donc j'enlève les guillemets, et je dois afficher le montant des intérêts reçus après 1 an, si on place ce montant placé en banque à du 2% d'intérêt. Donc si je prends ce montant, 1 an plus tard, j'ai reçu comme intérêt 2% du montant. Et donc je dois multiplier ça par 2%. Alors je ne peux pas l'écrire comme ceci. Vous savez qu'en Java, le symbole
2% est le symbole pour écrire modulo. C'est un opérateur qui prend le modulo. Donc je ne peux pas écrire fois 2%. Je dois écrire fois 2 divisé par 100. Alors si je l'écris comme ça va fonctionner. Cela dit, je m'expose comme ça à une erreur potentielle. Voyons voir de quoi il s'agit. Commençons par lancer le programme pour vérifier que ça fonctionne. Donc si je mets un montant par exemple de 100 €, après un an, j'obtiens 2 € d'intérêt. 2% de 100 €. Parfait. Alors quel est le souci qu'il pourrait y avoir? Par exemple, si je mettais des parenthèses ici, mettez sur pause et réfléchissez à ce qui pourrait se passer. Essayons. J'écris 100 et je vois ce qui se passe. Et je vois que je reçois 0 € d'intérêt. Alors ça, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et quelle est la raison? C'est simplement que 2 divisé par 100, eh bien ça fait 0 en Java, puisque c'est un entier divisé par un entier. Donc pour éviter ça, on peut simplement écrire fois 0.02. Comme ça, on obtient la bonne chose. Alors, attention que même sans parenthèse, le problème peut survenir. Par exemple, si j'écris 2 divisé par 100 fois le montant, et que je relance mon programme, et que j'écris 100, j'obtiens encore 0 € d'intérêt. Quelle est la raison? Eh bien, cette fois-ci, c'est parce que même sans parenthèse, le 2 divisé par 100 était la première opération. Donc la première opération que Java a effectuée, c'est une division entière. 2 divisé par 100. Ce problème n'apparaît pas si le 2 divisé par 100 arrive à la fin, parce que la première opération effectuée dans ce cas-ci, c'est montant fois 2, et ça donne un nombre double, qui est un nombre à virgule. Et donc après, la division ne sera pas une division entière. Et donc, il faut faire attention à cela. Voilà, je vais terminer en gardant fois 0.02. Je vais simplement, relancer mon programme pour vérifier que ça fonctionne. 100, ça me donne 2 € d'intérêt. Parfait. Passons maintenant à l'exercice 11. Exercice 11, nouvelle classe. Je peux enlever les commentaires qu'il y a au-dessus. Et PSVM, voilà ma méthode principale. Que dois-je faire? Je dois écrire un programme qui demande à l'utilisateur, donc je vais de nouveau avoir besoin d'un scanner, scanner KBD égale new scanner system.in. J'oublie pas mes imports. Et je dois demander quoi à l'utilisateur? Un prix unitaire d'un produit hors TVA. Donc on va avoir un prix unitaire hors TVA. On peut l'écrire comme ça par exemple, ou simplement prix unitaire hors TVA. Et ça, c'est un nombre. Et on ne nous dit pas si c'est un entier ou un double. Pour un prix, ici, je pense que je vais prendre un double. Il pourrait y avoir des centimes. Et donc, je demande cela à l'utilisateur en écrivant clavier.nextDouble. Enfin, KBD, dans ce cas-ci, .nextDouble. Puis, j'ai un taux de TVA qui est un entier. Donc, kbd.nextInt, cette fois-ci. Remarquez que j'ai déjà fait précédemment, mais j'utilise la même variable KBD pour demander plusieurs choses. D'abord un double et puis un int. Ensuite, je dois demander la quantité de produits vendus à un client. Donc la quantité, je peux écrire ça quantité, et ça doit être un entier, donc kbd.nextInt. Et que dois-je faire? Je dois afficher le prix total à payer par le client. Donc, je prends mon prix unitaire hors TVA, je le multiplie par la quantité, et puis je dois rajouter la TVA. Donc ça, c'est le prix hors TVA. Attention, Java m'avertit que quand je prends un prix unitaire multiplié par un entier, j'ai un double fois un entier, donc je ne peux pas mettre ça dans un entier. Donc ça, c'est bien. C'est un des intérêts du fait que Java force les types. Une fois que j'ai mon prix hors TVA, eh bien, je dois rajouter la TVA et afficher cela. Donc, je vais écrire prix TVA comprise. Qu'est-ce que c'est? C'est le prix hors TVA plus la TVA. Et qu'est-ce que c'est la TVA? Alors, soit j'écris une formule ici, ou alors j'introduis encore une variable, ce que je peux faire. Donc, j'écris double TVA égale. Et qu'est-ce que c'est la TVA? C'est le prix hors TVA multiplié par le taux de TVA. Et le taux de TVA ici, c'est taux TVA. Attention, c'était un taux en pourcent. Et donc, je dois encore diviser par 100 pour être sûr d'avoir un taux correct. N'oubliez pas ici, comme je l'ai montré dans l'exercice précédent, taux TVA est un entier. La division par 100, c'est une division par un entier. Donc, si je mets des parenthèses ici autour,
je n'aurai pas ce que je veux. Donc, soit je mets pas de parenthèse, ou personnellement, j'aime bien écrire 100.0 pour être sûr que ce soit une division non entière, même si dans ce cas-ci, ce n'est pas utile. Une fois que j'ai fait tous mes calculs, je peux afficher le prix TVA comprise et obtenir mon prix TVA comprise à l'écran. C'est tout pour ce TD.